défi, c'est que de fait, il y en a pour qui, dès le départ, on voit qu'il y a un certain niveau de difficulté. Ça demande un peu plus d'effort. Puis, donc ça, c'est défi. Puis, difficulté, mais j'utilise ce mot-là pour parler de ce qui se passe en cours de route quand, à un moment donné, ça bloque. À un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ, et là, ça va se présenter. Et là, il faut apprendre à composer avec ce qu'on n'avait pas prévu. Donc, défi et difficulté. Donc, ce qu'on va faire pendant la soirée, vous l'avez sur le document, là, je ne le projette pas pour le moment. Donc, les étapes de ce que nous allons faire. Dans un premier temps, je vais faire un survol des types de défis et de difficultés qui peuvent être vécus par des familles. J'ai essayé de les regrouper en catégories. J'ai des tas d'exemples de situations dont j'ai eu connaissance, mais évidemment, il y a bien plus de situations que la connaissance que je peux en avoir, même après des échanges avec plein de monde. Donc, vous aussi, dans un temps d'échange, après coup, vous allez pouvoir... Donc, c'est toujours l'idée de se sensibiliser. Hein? On ne porte pas un regard là, de quelqu'un qui est en surplomb, mais le regard de quelqu'un qui marche avec puis qui veut voir c'est quoi les difficultés du chemin pour qu'on ait plus de chances de se rendre au bout. Hein? Alors, donc, un temps d'échange en équipe. Puis, en fait, là, j'ai une erreur que j'ai faite là-dessus. Je pense que j'ai... Bon, OK. On fait le survol. Puis, je termine mon survol avec une petite vidéo sur la question, en fait, je ne vous en dis pas plus. C'est un tout petit court-métrage de 4 minutes que j'ai dans ma présentation. Puis, après ça, donc, il va y avoir un temps d'échange. Puis, il ne sera pas suivi d'une plénière. Ça va être la pause. D'accord? Ensuite, au retour, on va parler d'une clé qui nous aide par rapport aux difficultés et aux défis qui se présentent, qui est la clé de dialoguer pour discerner avec les familles. Donc là, je vais vous donner quelques pistes. Là, il va y avoir à nouveau un temps d'échange en équipe et là, il y aura un retour en plénière. Donc, c'est ça. Alors, je me suis dit que la petite vidéo valait la peine. Puis, en fait, j'en reviens pas parce que dans l'évangile du jour, aujourd'hui, 1er juin, donc dans l'évangile de Marc, hein, donc c'est les pharisiens qui viennent tendre un piège à Jésus et lui disent « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. » Alors, c'est la question des apparences sur lesquelles parfois, donc, on tire peut-être trop rapidement des conclusions. Donc, ce qu'on va apprendre à faire ce soir, c'est en se sensibilisant, en développant notre empathie, à suspendre un petit peu le temps où on semble interpréter qu'est-ce qu'on a sous les yeux dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, c'est peut-être pas toujours ce qu'on pense du premier coup. Et plus on se sensibilise à des situations, puis plus ça nous aide. Que voulez-vous? On ne peut pas faire autrement. Des fois, ça va plus vite que notre volonté. Hein? On tire des conclusions, on établit des... Donc, c'est d'apprendre à les laisser en suspens. Hein? Pour voir, ah, peut-être que ce n'est pas comme ce que je pense que je vois. Donc, je commence avec mon survol. Alors là, je vais partager mon écran. Donc, diaporama. Oups, attendez, là, j'ai fait une erreur. Juste un moment. Je m'excuse, je suis désolée. Il faut que je mette ceci. Voilà. Là, ça va marcher. Et là, je peux le commencer. Donc, voilà. Alors, j'ai repris l'image qu'on avait à la première rencontre, à la deuxième aussi, on y a fait allusion, où on voit les pieds dans la boue. Hein, c'est ça, les chemins accidentés.
Parfois, la vue est magnifique, mais attention à vos pieds. Hein, ça peut être un défi. Donc, voilà. Alors, survol des types de défis et de difficultés vécus par des familles. Donc, de tous ordres, puis dans la vie d'aujourd'hui. Hein? Puis, même dans la vie des familles très chrétiennes, très pratiquantes, c'est des difficultés qui vont être là aussi parce que c'est la vie d'aujourd'hui qui est comme ça. On vit tous dans une société. Hein? On n'est pas à l'extérieur de cette société, on est dedans. Donc, il y a des défis qui sont vraiment liés à ça. Puis dans d'autres sociétés, puis ailleurs, ça se passe autrement. Donc, il y a des difficultés, dans un premier temps, qui vont être liées à la vie familiale, telle qu'elle se vit présentement, dans une société comme la nôtre. Puis là, vous voyez, j'ai mis des petites caricatures. Donc, celle-là, hein, bon, récapitulons. Qui sont les enfants de papa, ceux de maman et ceux de papa et maman? Hein? On sait qu'un des traits de la vie familiale dans notre société, c'est les grandes difficultés qu'il y a autour de la stabilité des unions. Donc, c'en est un exemple. Mais c'est loin d'être le seul. Hein? Donc, là, j'ai des éléments que j'ai mis sur l'autre diapositive. Puis, en les écrivant, j'ai pensé à des histoires, à des personnes. Hein? Donc, vous pouvez avoir des situations de conflit et de tension, hein, qui peuvent être présentes entre les parents, qu'ils soient séparés ou non, qu'ils soient ensemble depuis très longtemps puis qu'ils divorcent jamais, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des tensions de tous ordres, hein, autour de différentes situations. Il peut y avoir des tensions entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Ça, je suis certaine que vous l'avez déjà constaté. J'ai plein de récits qui m'ont été faits, de situations. Entre autres, je me souviens d'une catéchète du diocèse de Saint-Jérôme qui, à un moment donné, avait vu une mère qui avait donné un coup à l'arrière de la tête de son enfant pour qu'il se comporte bien, puis qui s'était sentie comme complètement figée. Hein? Elle avait comme pas su comment relever faire quelque chose de cette situation-là. Ça avait pris un certain temps avant qu'elle prenne la mère plus en privé, mais elle avait trouvé ça vraiment pas évident. Donc, parfois, les relations entre parents et enfants, il y a des tensions, il y a des conflits. Donc, ça peut poser un défi. Il peut aussi y avoir des conflits avec les grands-parents. Hein? Un conflit intergénérationnel, où vous avez, par exemple, des grands-parents qui tiennent à tout prix à ce que leurs petits-enfants soient baptisés, à tout prix à ce que les petits-enfants fassent la catéchèse et reçoivent tous les sacrements d'initiation, alors que peut-être les parents de ces petits-enfants, qui sont leurs enfants, sont pas du tout d'accord avec ça. Donc, ça peut arriver des situations où il y a des tensions de cet ordre-là, par exemple, hein, entre les trois générations. Souvent, ça, c'est plus comme un défi que comme une difficulté. Je veux dire, ça peut devenir une difficulté si y a une situation dramatique. Je veux dire, si il y a une séparation qui se produit en plein milieu d'un parcours, là, on va vraiment dire que c'est un conflit puis une tension qui est rendue au maximum, là. Mais souvent, donc, c'est plutôt de l'ordre du défi, c'est-à-dire on voit dès le début, dès qu'on connaît les gens, qu'au niveau des relations, c'est pas nécessairement évident pour faire attention. Vous avez des situations de garde partagée et de famille recomposée auxquelles la caricature faisait un peu allusion. Mais quand il y a une garde partagée, dépendamment si les deux parents s'entendent bien ou pas, dépendamment s'ils tiennent tous les deux ou non à la dimension religieuse de l'éducation de leur enfant, à la catéchèse, au sacrement, dépendamment aussi s'ils habitent proches ou loin, vous avez toutes sortes d'éléments. Si le climat est bon, ça se discute bien, puis ça s'organise bien. Mais des fois, le climat est tel que le moindre petit changement aux règles établies, il faut que ça repasse par le juge. Donc, c'est des situations très difficiles et il y en a, ça. Puis, il y a des gens très croyants qui se retrouvent pris avec des situations là, comme ça aussi.
Hein? Donc, c'est ça, des familles recomposées. Autre élément qui pose un défi, généralement, ça, je peux vous en parler par expérience. Donc, maladie, handicap, trouble d'apprentissage. Si dans la famille, il y a un enfant qui a un handicap, qui a une maladie, si le parent a une maladie ou un handicap ou un trouble d'apprentissage, ou peut-être qu'il y a un membre de la famille qui est toujours avec la famille, tu sais, qui est avec eux, mais qui est handicapé intellectuel. Donc, comment on va trouver le moyen d'inclure cette personne-là qui fait partie de la famille? Hein? Donc, ça va poser un défi. Un exemple, moi, que j'ai vécu, qui m'a frappée, c'est qu'à un moment donné, dans la paroisse où je donnais la catéchèse, on m'avait placé mon groupe dans l'ancien jubé qui avait été fermé. Il fallait monter un escalier. Mais il y a la maman d'une petite fille du groupe qui marchait avec des béquilles, qui avait eu un grave accident il y a plusieurs années, qui était restée avec des séquelles. Il n'y avait pas moyen pour elle de monter jusqu'en haut. Puis c'est arrivé qu'elle se déplace, qu'elle arrive, puis qu'elle ne soit pas capable d'aller plus haut que les marches du perron de l'église. Elle n'était pas capable de monter l'escalier qui tournait, qui nous amenait en haut. Alors moi, j'ai fait ni une ni deux. Je me suis empressée d'aller parler aux responsables de manière à ce que notre local soit changé. Parce que quand on est en présentiel, s'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se déplacer, s'il y a quelqu'un qui a besoin de se lever à intervalles, de bouger à cause d'une douleur, personne diabétique, ça arrive ces situations-là. Donc là, ça pose un défi. Et si on veut que la famille se sente inclue, c'est important de le savoir et d'en tenir compte, d'avoir une certaine délicatesse à cet égard-là. Mais ça peut poser aussi des défis dans la vie quotidienne qui font qu'on ne pourra pas faire à ces familles-là les mêmes choses qu'on ferait faire à d'autres. Vous avez parfois des problèmes de comportement qui sont liés à la vie familiale. Par exemple, des parents qui ont de la difficulté à avoir de l'autorité sur leurs enfants. Hein? Puis ça fait des enfants turbulents. Alors, je vous donnais mon exemple tantôt de claque en arrière de la tête, là. Mais quand on a les familles avec nous, quand on en a quelques-unes, ou même une, quand ça dérange, il faut trouver le moyen d'intervenir avec doigté autour de ça. Les conflits intergénérationnels, mais avec mon exemple de tantôt, j'y faisais allusion. Parfois, c'est plus marqué, parfois, ce n'est pas. Et vous avez aussi les situations économiques difficiles. Veut pas, ça pèse. Puis, c'est vraiment important d'y être sensible. Le pape François nous parle toujours hein, du fait qu'on a à apprendre et à être avec les plus démunis. Bien, des fois, les plus démunis, ils ne sont pas dans un bidonville, ils peuvent être à côté de chez nous, puis, comment dire, souvent, c'est tellement discret, la pauvreté au Québec. Les gens ne s'affichent pas. Hein? Moi, je sais pour en avoir discuté avec mes enfants, on habite dans un quartier populaire, un ancien quartier ouvrier qui est vraiment pas mal petite classe moyenne, là. Ça ressemble pas mal au milieu de vie où moi j'ai grandi de ce côté-là. Puis mes enfants n'avaient pas conscience de quelle famille avait plus de moyens puis quelle famille n'en avait pas. Hein? C'est comme si les choses étaient faites pour qu'entre enfants, ça se cache un peu. Mais s'il y a quelqu'un qui perd un emploi, hein, ou on le voit si on veut faire des choses par Zoom, hein, quel matériel informatique est-ce qu'ils ont à la maison? Hein? Donc, ça peut aussi poser des défis ou difficultés. Des fois, les gens vont avoir honte et ils ne voudront pas le dire. Qu'ils ne sont pas capables de faire telle chose parce qu'ils n'ont pas les sous. Ou parce qu'ils n'ont pas les sous pour faire garder leur enfant, par exemple. Il faudrait qu'il y ait toujours l'enfant avec eux ou les enfants de tous les âges. Donc, souvent, ça peut être une difficulté. Donc, j'ai mis « etc. » hein, parce que vous en connaissez d'autres
bien d'autres que celles que j'ai mis là. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a certains types de difficultés qui sont liés à ça, ou de défis. Vous avez des défis et des difficultés qui sont liés à l'organisation sociale du temps. Et là, vous avez la famille sur le sofa en train de regarder le calendrier ou l'agenda. Et là, c'est l'activité de l'un, puis c'est l'activité de l'autre, et c'est compliqué. Mes enfants sont plus vieux maintenant. C'est moins compliqué que c'était, parce qu'ils sont capables de se déplacer eux-mêmes. Mais je peux vous dire, puis pourtant, dans une grande ville, là, hein, pas toujours besoin de prendre l'auto pour tout, mais comment il a fallu pendant des années, je ne comprenais pas les parents avant. Je l'ai compris, moi, quand j'ai eu des jeunes enfants. Puis qu'il fallait avoir un agenda mis au mur, un calendrier avec des grosses cases, avec plein de détails, parce qu'on n'avait rien qu'une auto. Fait que qui avait l'auto? Pour aller où? Puis pourtant, là, on n'avait pratiquement pas de loisirs, là. Puis même là, c'était compliqué. Donc, c'est l'organisation sociale du temps. Hein? C'est comme ça que la société fonctionne. Il y a 50 ans, les choses n'étaient pas comme ça. Moi, j'ai des souvenirs des années 70 et 80 où la société fonctionnait comme à un autre rythme. Donc, il y a vraiment des éléments qui sont propres au contexte actuel, puis qui vont nous poser des défis et parfois des difficultés. Ce que j'ai mis en premier lieu, c'est les exigences sociales de performance et d'efficacité, qui sont quelque chose qui pèse un peu sur tout le monde dans notre société. Comme si on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur, on n'a pas beaucoup le droit d'apprendre. Si ce n'est pas du parfait du premier coup, ça ne passe pas bien. Puis on sait qu'on est dans un monde compétitif, puis qu'il faut réussir à développer des bonnes habiletés pour se faire un chemin à l'intérieur de ça. Alors ça pèse. Il y a comme un stress d'avance qui est là. Hein? La question de la conciliation travail-famille. Il y a des types d'emplois, hein, dont je pense là, à présentement, ça fait 1 an avec la pandémie qu'on parle beaucoup des travailleurs de la santé, mais la difficulté de ces horaires qui sont irréguliers, qui sont parfois le soir, parfois le jour, parfois la nuit, les remplacements, c'est très difficile. Hein, où les gens qui sont sur des chiffres à l'usine, à la mine, ou je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça, en soi, ça pose une difficulté. On rajoute les déplacements. Les tâches domestiques, qui ne se font pas toutes seules. Puis même quand on essaie de mettre les enfants en contribution, il reste qu'on n'a pas le temps qui a déjà été disponible autrefois pour le faire. Le sommeil, le repos, les vacances, les soins de santé. Hein? Donc, d'arriver à avoir un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, plus vous avez d'enfants, puis plus soit vous allez avoir un long moment que vous allez devoir prendre pour mettre tous les rendez-vous un après l'autre au même endroit, ou bien que vous allez courir à gauche ou à droite. La difficulté du manque de sommeil quand les enfants sont plus jeunes. Les activités des enfants, quand il y en a. Puis souvent, il y en a, mais pas dans tous les milieux, puis pas dans toutes les familles. Hein? Parce que ça prend quand même des moyens pour pouvoir avoir certaines activités. La vie sociale, ça pour les plus jeunes, c'est très important. Puis je pense que la pandémie nous fait sentir aussi l'importance de la famille élargie. Hein? Donc ça aussi, ça prend du temps. On l'a vu dans la dernière année, on a été pas mal privés de ça. Puis il y a des gens qui ont réalisé que ça faisait des gros trous dans leur occupation du temps. Et l'organisation familiale, l'agenda commun, ben moi, j'ai un bon côté organisateur. Quand j'avais des enfants, tout était calculé, tout était pensé, prévu. Mais il y a des gens qui ont plus de difficultés à faire ça, puis qui n'ont pas moins de choses à faire. Donc, ça peut être un défi, puis parfois d'arriver à trouver quel va être le bon moment, justement, dans l'agenda commun de toute une famille, puis de plusieurs familles. Donc, ça peut être un défi.
Donc ça, c'est l'organisation sociale du temps. Je tiens à le présenter comme ça parce que souvent, c'est présenté comme si c'était simplement des choix d'activités plutôt valorisés ou moins valorisés par les familles. Mais il y a quelque chose de systémique là-dedans. Il y a quelque chose qui touche toute la société, dans lequel on est comme pris de gré de force. Donc ça, c'est ma deuxième catégorie. Troisième catégorie, des difficultés et des défis qui sont liés à la condition croyante aujourd'hui. C'est pas facile d'être croyant au Québec. Donc, vous voyez avec ma petite caricature. Donc, des gens, nous les chrétiens, on est probablement moins ostentatoires que d'autres dans notre manière de demander d'être présent. Mais la place de la religion, c'est pas quelque chose qui est facile au Québec, la place de la religion dans la société. C'est quelque chose où il y a des tensions puis où il y a des difficultés. Il y a des tensions sociales. Il y a un malaise à parler de foi et de spiritualité. Souvent, la spiritualité est quelque chose qui est gardé dans la sphère purement privée et même intime. Des animateurs de fin de semaine de préparation au mariage m'ont raconté que parfois, les couples qui se préparaient à se marier et parfois qui vivaient ensemble depuis de longues années, ça arrivait que l'un et l'autre prient chacun de son côté puis qu'ils ne s'en soient jamais parlé en tant d'années. Hein? C'est gardé dans la sphère privée, voire intime. Et le malaise à parler de foi et de spiritualité, hein? Dans notre société, il y a comme une pudeur autour de ça, alors que autour, par exemple, de la sexualité, autour duquel il y avait un tabou autrefois, c'est stupéfiant de voir comment il y a des gens qui vont étaler leur vie, mais les gens n'étalent pas leur foi ou leur spiritualité de la même façon. Hein? C'est plus tabou, c'est plus délicat. Il y a un malaise. Ça fait que si on y va trop frontalement avec les gens, avec les parents, on risque d'avoir une réaction d'évitement ou de protection. Hein? Il y a des réactions à l'héritage religieux du passé qui font parfois partie de l'histoire de la famille, mais parfois c'est juste aussi des récits de d'autres personnes ou c'est ce qui va venir des journaux. Un élément important, c'est le manque de pont entre le séculier et le religieux. Et ça, je vous en ai brièvement parlé la semaine dernière. Quand je vous disais qu'on a de la difficulté à parler de notre foi en dehors des mots auxquels nous autres, on est habitués, puis qu'on connaît bien, puis avec lesquels les gens sont moins familiers. Donc, comment nommer la foi avec des mots séculiers? Hein? Alors ça, on a une difficulté à faire des ponts. Puis ça rend plus difficile de nous exprimer comme croyants aujourd'hui. Il y a la crainte de la stigmatisation en raison de ces croyances. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut représenter pour des enfants ou des adolescents. Hein? Puis ça, ce n'est pas d'hier. Et ça peut être intéressant de prendre le temps d'en parler. Dans les années 70, dans mon Saguenay d'origine, super catholique, moi, je prenais ma foi au sérieux comme petite fille de 10 ans et je me faisais ridiculiser par d'autres enfants. Ça, c'était en 1970. Fait qu'imaginez comme aujourd'hui, ça peut arriver et que certaines personnes, donc qui sont vraiment croyantes, vont avoir de la difficulté à le dire publiquement, vont se sentir fragiles, de peur de subir, de se faire tirer des tomates, quoi. Puis entre vous et moi, je serais étonnée que ça ne vous soit jamais arrivé de craindre un peu de se faire mal accueillir avec ces croyances. Ce qu'on va trouver aussi chez beaucoup de parents, puis on a vu comment ça s'inscrit dans l'histoire, c'est un sentiment d'incompétence en matière religieuse. Ils sont tellement sûrs qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas confiance dans leur capacité. Donc ça vient aussi de la condition croyante d'aujourd'hui. Ce n'est pas lié rien qu'aux personnes, c'est lié à comment les choses ont évolué dans les dernières décennies, depuis l'époque du Concile Vatican II, comme on l'a vu à notre première rencontre.
Donc ça, c'est le troisième type. Il m'en reste deux autres catégories. Des difficultés et des défis qui sont liés à la conscience de chaque personne. Et là, vous voyez cet attroupement d'enfants avec des femmes, c'est peut-être des mamans, des animatrices ou je ne sais qui, des catéchètes. Et elles sont environnées de questions. Hein? Et c'est des questions peut-être qui ne se seraient jamais posées ou qui ne se seraient jamais dites tout fort à une certaine époque. Hein? Mais ça se dit tout haut. Puis, à un moment donné, bon, alors, il y a le sentiment d'obligation. Hein? Si une personne se sent obligée, si la personne semble comme manquer de liberté, puis qu'elle a à venir en catéchèse, soit parce qu'il y a une grande insistance de quelqu'un d'autre dans la famille, hein, ou parce que la personne est persuadée pour une raison ou pour une autre que c'est obligatoire. Ça fait quelqu'un qui peut être de reculons tout en étant là. Hein? Donc ça, c'est lié à la conscience de la personne. Comment la personne peut assumer sa liberté de conscience? Est-ce qu'on l'oblige coûte que coûte? Hein? Il peut y avoir un manque de repères. Hein? La personne ne sait plus où elle en est, puis elle ne sait pas comment nommer où est-ce qu'elle en est par rapport aux questions de foi. Il peut y avoir des expériences religieuses peu concluantes que la personne a vécues, puis qui font qu'elle n'a comme pas trop le goût. Hein? Ou en tout cas, il faut trouver le moyen de réécrire quelque chose de plus positif par-dessus les expériences peu concluantes que la personne a vécues, que ce soit dans l'Église catholique ou ailleurs. Hein? La crainte de faire part de ces questions et de ces doutes, ça demande une certaine confiance, hein, pour être capable d'en parler. Mais si on n'est pas en confiance, on va les taire, mais de l'intérieur, ben, ça gruge. Hein. Il y a aussi des modèles de croyants auxquels on peut pas s'identifier. Quand il y a des modèles de croyants qui sont présentés à des familles ou à des jeunes, puis que c'est des gens qui sont d'un héroïsme incroyable, ils sentent tellement qu'ils ne sont pas à ce niveau-là, puis qu'ils ne seront jamais, qu'ils ont vraiment l'impression que la foi, ce n'est pas pour eux. Hein? Qu'être chrétien, ce n'est pas pour eux. Je sais que dans le monde scolaire, il y avait beaucoup de modèles de croyants qui étaient morts de mort violente, hein, qui étaient présentés, comme un exemple classique étant Martin Luther King. Hein? Puis les jeunes rétorquaient au professeur, vous me présentez juste des gens qui se sont fait assassiner. Est-ce que ça veut dire que pour être chrétien, un bon chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui se fait assassiner? Hein? C'est quelqu'un qui doit vivre comme pour ça. Fait que ça faisait des modèles auxquels les jeunes disaient non, moi, je ne peux pas m'identifier à ça, je n'ai pas envie de mourir comme ça, moi. Il peut y avoir aussi des images de Dieu aliénantes que les personnes traînent dans leur bagage. Un certain malaise avec le discours du magistère ou d'avoir vécu une expérience d'exclusion dans l'Église. Donc, toutes sortes de choses que les personnes, hein, que autant les parents que les enfants ou aussi les grands-parents traînent dans leur bagage. Plus cela peut se dire ouvertement, plus il y a quelque chose à faire avec ça. Plus c'est gardé comme dans le secret, parfois même dans la honte, puis moins il y a moyen de faire un bout de chemin avec ça. Hein? Puis ça nous renvoie aussi à nous le défi de ne pas avoir peur de la liberté des personnes. Parce que le réflexe d'obliger, malheureusement, on l'a. Donc, ça fait partie de notre histoire aussi. Donc ça, c'était mon quatrième. J'arrive à mon dernier, qui est des défis et des difficultés qui sont liés aux relations pastorales. Et là, j'ai trouvé cette jolie caricature. C'est un prêtre français qui en publie régulièrement. Donc, alors, à mon avis, il a chopé le COVID, il paraît qu'il a perdu l'odorat, puis l'autre répond avec comme le poing fermé. Bon, pour moi, ça ne change rien, il n'a jamais pu le sentir. Hein? Donc, parfois, il y a des difficultés dans les relations pastorales, les relations entre catéchètes et catéchisés, hein? Les relations avec un prêtre, avec des religieux. Donc, il y a des avec
la personne qui est à la réception à la paroisse, parce que ça fait déjà partie, c'est comme la porte d'entrée, c'est comme le vestibule. Alors, si les premiers contacts sont tendus, hein, ça arrive que les premiers contacts soient tendus. Le sentiment de n'être pas bienvenu, le sentiment de déplaire, hein, des malentendus et des incompréhensions. Et ça, il y en a trop souvent. Ça arrive qu'il y ait des conflits de personnalité, hein, ou qu'il y ait même des expériences d'abus ou des bris de confiance dans certaines relations. Ça arrive. Hein. Moi, j'ai vu toutes sortes d'histoires dans des milieux de paroisse, des milieux paroissiaux, où, tout en étant des croyants qui veulent faire au meilleur, ça peut arriver qu'il y ait des situations qui pourraient se reproduire dans n'importe quel autre milieu, hein, où il va y avoir une forme ou l'autre d'abus ou une forme de bris de confiance. L'absence d'écoute et de consultation, hein, la pression à la conformité ou une expérience de jugement et d'exclusion. Ça fait mal, c'est une des choses qui fait le plus mal. Alors, beaucoup de familles rencontrent certains de ces défis et de ces difficultés à l'occasion de la catéchèse et des sacrements d'initiation. Et c'est pour ça que c'est si nécessaire de nous inspirer du modèle catéchuménal et d'assurer une forme ou l'autre d'accompagnement personnalisé. Parce que si on est toujours avec un grand groupe ou si on voit les parents juste une fois de temps en temps, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses. Hein? On a vraiment besoin de quelque chose qui permet d'avoir de l'ajustement avec chaque famille. Puis il y a différentes manières de le faire, on en a déjà parlé. Mais une forme d'accompagnement, quelque chose de personnalisé. Nous avons besoin de les considérer avec empathie et de donner la chance au coureur, comme on dit, hein, en mettant en suspens nos préconceptions, nos perceptions, nos réactions. Nous les avons, veut pas, hein, ces préconceptions, ces perceptions, ces réactions. Et je ne suis pas différente de vous là-dessus. Moi aussi, je vais avoir tendance à tirer des conclusions d'après ce que je vois. Puis ça m'est arrivé plus d'une fois de réaliser que, oups, comment étaient vraiment les choses? Peut-être que j'en avais aucune idée puis que j'étais allée trop vite un peu dans ma conclusion. Donc, c'est pour terminer sur cette note-là qu'on va regarder aussi maintenant donc le petit court-métrage qui s'appelle Snack Attack. Et puis, donc, après ça, on se divise en équipe, un temps d'échange en équipe. Hein? Vous avez la question sur la diapositive d'après. Donc là, on commence par regarder le petit court-métrage.
Alors, ça va être le temps donc d'un échange en équipe. Et le but de l'échange, d'une quinzaine de minutes environ, jusqu'à la pause, jusqu'à 20 heures. Donc, ensemble, en échangeant, développer notre empathie à l'égard des familles, de leurs difficultés, de leurs défis, en se rappelant que les apparences peuvent être trompeuses. Est-ce que vous avez déjà rencontré en catéchèse des personnes négativement au départ et que vous avez perçu... Et où la question? Oui, vous l'avez sur le diaporama. Elle est tout de suite après, c'est la diapositive 16. Blanc en dessous, je vois bien. Hein? Donc, vous l'avez normalement sur votre diaporama. Donc, toujours pour l'idée qu'on se sensibilise à des situations. C'est beau? Ça va? Alors, on peut y aller pour les équipes. C'est parti. Alors, nous reprenons pour un petit bout d'exposé. Puis ensuite, je vous propose une démarche différente pour le travail en équipe. Donc, vous aviez du travail en équipe, dans le fond, qui était beaucoup plus un échange à partir de ce que vous avez observé, de votre expérience. Mais là, dans le prochain travail en équipe, je vais vous mettre entre les mains deux exemples. Hein? Un exemple lié à un défi, puis un lié à une difficulté, quelque chose qui bloque, hein, qui pose problème avec une famille. Et là, vous allez discuter ensemble pour voir comment vous pourriez accompagner cette famille, quelles seraient les avenues possibles avec cette famille. Donc, puis ensuite, donc, on va reprendre ça en plénière. Puis, on va avoir les équipes dont le numéro est impair, 1, 3, 5, 7, etc. Ce sera le premier. Les équipes paires, 2, 4, 6, ce sera le deuxième exemple. D'accord? Mais là, on regarde donc dialoguer pour discerner, parce que par rapport à toutes ces difficultés,
OK, là, il y a beaucoup de bruit de fond. Je vais devoir vous demander, s'il vous plaît, de fermer de désactiver le son. Merci beaucoup. Donc, je vois vraiment ça comme la clé qui nous permet d'avancer à l'intérieur de ces situations-là pour ne pas rester tout simplement bloqué. Hein? Donc, discerner, mais dans un dialogue avec les familles. Alors, une forme, c'est pas une formation d'accompagnement, c'est une forme ou l'autre d'accompagnement. Hey, je suis désolée pour les erreurs qui se sont glissées dans mon diaporama. Donc, une forme ou l'autre d'accompagnement des familles est indispensable pour prendre le temps de se parler et de s'écouter quand un défi ou une difficulté devient un blocage. Parce que parfois, bon, on voit le défi ou la difficulté qui se présente en cours de route, puis ça ne va pas nécessairement causer de blocage. À ce moment-là, on peut plus ou moins continuer sur notre aire d'aller, mais à un moment donné, si ça bloque, là, la question devient plus sérieuse de dire, est-ce qu'on continue ou on arrête ou est-ce qu'on continue autrement? Est-ce qu'on change la manière de faire pour tenir compte de ce qui est en train de se présenter? Ce qui est intéressant sur des sentiers, c'est qu'on n'est plus dans le règne du tout ou rien versus l'autoroute où on est soit dedans ou soit on a pris la sortie puis on est resté sur le carreau à côté. En fait, on a du jeu pour pouvoir changer la trajectoire, ajuster le rythme, prendre un temps d'arrêt. Il y a toutes sortes de modalités puis de décisions qu'on peut prendre pour modifier un peu comment les choses vont se faire, puis que tout à coup, ce qui se présente comme un blocage, ben le chemin va se réouvrir. Mais la clé pour arriver à ça, c'est de discerner en dialogue avec les familles. Ma définition préférée du discernement, celle à laquelle je me réfère, me vient de Lucien Robitaille. C'est un prêtre du diocèse de Québec qui a été mon professeur à l'Université Laval quand j'ai étudié en théologie. C'est lui qui m'a dirigée pour ma maîtrise et pour mon doctorat. Alors, mais c'était et c'est toujours un homme profondément pastoral. Donc, sa manière de définir le discernement vient chercher encore l'image de la carte là, dont je vous parlais, les voyageurs autour d'une carte. Hein. Donc, discerner, c'est lire avec quelqu'un la carte de son voyage pour voir où il en est rendu. Hein. Son voyage étant sa vie, ses apprentissages, sa vie spirituelle, sa vie de foi. Hein. Donc, lire la carte de son voyage pour voir où il en est rendu. Et quand on est capable de voir d'où on vient, ça va nous aider à mieux choisir, ça va nous éclairer sur où est-ce qu'on va aller. Hein? Parce que le discernement vise à nous permettre de faire des choix. Maintenant, moi, j'aime parler de la différence entre discerner pour et discerner avec. Discerner pour. Vous voyez mon image, il y a des personnes qui sont sous la lentille du microscope et qui sont en train de se faire examiner par quelqu'un qui regarde de près et qui va dire un peu quelle est la teneur de ce qu'il voit. C'est comme ça que ça se passe quand on va chez le médecin. Hein? Le médecin observe nos symptômes, il nous pose des questions, puis c'est lui, à cause que c'est comme, il y en a qui comparent les médecins à un petit peu le cerveau ou l'ordinateur dans le système médical. Donc, normalement, le médecin va être capable de dire, avec ce que je vois, probablement que c'est ceci, donc on va faire tel traitement. Le médecin, il discerne pour, il y a des connaissances que nous, on n'a pas hein, quand on est son patient. Donc, il va pouvoir poser un diagnostic. Donc, ça, c'est discerner pour. Alors, si on transpose ça en pastoral, discerner pour, ce serait
trouver, seul ou avec d'autres, dans l'équipe pastorale ou etc. Donc, porter un regard extérieur qui va déterminer la nature de ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on doit faire, qui va comme poser un diagnostic finalement sur la situation. Ça, c'est discerner pour. Puis comme vous voyez, les personnes, ils sont sous la loupe, hein? Ils se font examiner. Ils ne sont pas vraiment partie prenante. Ils n'ont pas vraiment la possibilité, eux-mêmes ou elles-mêmes, de porter un regard sur la situation. Si on parle de discerner avec, ben, vous voyez deux personnes qui sont en train de regarder dans des jumelles, donc probablement la mère et la fille, en tout cas un adulte, un enfant. Donc, des personnes qui ont un niveau d'expérience différent, hein, qui sont en train de regarder dans la même direction et qui sont en train ensemble de regarder de plus près. Puis, c'est sûr que la maman a la richesse de son expérience, hein, l'adulte, pour voir des choses dans ce qu'on est en train de regarder ensemble. Mais ça arrive, en tout cas, moi, ça m'est arrivé bien des fois avec mes enfants. Un enfant, parfois, va voir aussi une personne, donc ça veut dire une personne moins expérimentée ou qui a moins de connaissances ou une personne plus jeune, va remarquer des choses que moi, je ne voyais pas. J'ai juste un récit en tête. Mon fils le plus jeune régulièrement voyait des choses que je ne voyais pas. Près d'une station de métro à Montréal, il y a un édifice sur lequel il y a une immense œuvre d'art, une grosse libellule. Je ne l'avais jamais remarqué, pourtant, s'était passé je ne sais combien de fois à la sortie de cette station de métro-là. Ça a pris les yeux de mon fils pour que je le voie. Donc, discerner avec, ça veut dire que le regard de chaque personne sur la situation peut amener à voir des choses que l'autre n'a pas vues, puis ça nous aide à avoir un portrait plus complet. Donc, discerner avec les familles, puis pour pouvoir arriver à faire avec elles des choix appropriés. Pour parler des choix appropriés, j'ai pris comme symbole, comme image, des panneaux qu'on peut trouver sur des sentiers. Alors, il y a des arrêts, il n'y en a pas juste, en fait, sur les autoroutes, il n'y en a pas justement. C'est sur les petites routes qu'il y en a, puis il y en a sur les sentiers de toutes sortes. Donc, il est possible que quand on discerne, on se rende compte que la décision à prendre, c'est d'arrêter ce qui avait été entrepris. J'ai vécu ça avec mon plus jeune, dont je vous parlais, là, qui avait remarqué la grande libellule. Mon plus jeune, bon, à Montréal, c'est étalé, le cheminement pour la catéchèse d'initiation s'est étalé sur 5 ans. Puis ça suivait les parcours de l'office de catéchèse, là, de la série Passage, Laisse-moi te raconter et compagnie. Puis généralement, la première des communions se fait à la première année, à la deuxième année, c'est-à-dire, puis la confirmation se fait après la dernière année, donc après 5 ans. Alors, avec mon fils aîné, on a fait toutes les étapes jusqu'au bout. Avec mon plus jeune, disons, on a fait la première année, la deuxième année, il a fait sa première communion, on a fait la troisième année. Là, quand on est arrivé à la quatrième année, le thème de la catéchèse, c'était l'amour en fête et ça parle de liturgie et de célébration. Et pour mon fils, ça a toujours été quelque chose avec lequel il y avait de la misère. Peu importe à quelle messe on allait, à quelle célébration, c'est comme s'il y avait beaucoup de difficultés à entrer puis à être là. Puis, peu importe les moyens utilisés, ça bloquait vraiment. Et puis, donc, quand on est arrivé dans ce parcours-là, évidemment qu'on fréquentait des célébrations. Puis là, il était rendu quoi? Il y avait 10 ans à peu près. Et puis, même quand c'était des célébrations là, extraordinairement dynamiques, il était comme juste pas capable d'être là. Il transportait des petits jouets dans ses poches, puis il avait comme juste pas envie. En fait, toute son attitude me disait qu'il voulait pas être là.
Donc, j'ai eu une bonne conversation avec lui parce que je voulais éclaircir la chose. Puis, vous voyez, j'aurais pu, j'étais sa catéchète, là, en plus d'être sa maman. Donc, moi, je voulais voir avec lui comment il se situait par rapport à ça. Puis j'ai été étonnée de découvrir, et je ne sais pas du tout où il avait pris ce discours-là, qui pensait que c'était comme l'école, que c'est quelque chose que tu dois faire pour grandir dans la vie, puis qu'il faut que tu fasses ces étapes-là, que ça te plaise ou non, puis oh. Fait que là, dans le fond, moi, je me retrouvais à avoir à choisir entre j'oblige mon fils contre son gré, alors que même dans la célébration la plus intéressante, j'en étais rendue là, à devoir y lever la tête ou y tourner la tête là, pour qu'il soit attentif à ce qui se passe. Là. Fait que moi, dans le fond, je ne voulais pas jouer ce rôle-là. Il n'était pas question que je le force en aucune façon, parce que c'était l'enjeu de la liberté de conscience à l'intérieur de ça. Et pour moi, c'était clair qu'il n'est jamais trop tard, dans le fond. Il sera toujours temps qu'il reprenne. Puis d'ailleurs, après toutes ces années-là, 4 ans plus tard, il n'a pas repris, mais il le fera de son propre gré s'il le veut. Jamais, en aucune façon, moi, j'accepterais de faire pression sur lui. Alors, donc, tout ça pour revenir à ma première image. Parfois, ça peut être préférable d'arrêter ce qu'on a entrepris. Vous voyez, je suis capable de vous l'expliquer, de vous justifier qu'est-ce qui a amené à prendre cette décision-là, en discutant avec lui pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Moi, j'ai refusé de l'obliger parce que ça ne me paraissait pas fécond du tout dans les circonstances. Mais ça peut arriver que le choix approprié, ce soit d'emprunter une autre voie temporairement pour continuer d'avancer sur le même chemin. Hein? Par exemple, de dire, là maintenant, donc, on ne peut plus continuer, c'est un peu ce qu'on a dû faire pendant la pandémie, hein? On ne peut plus continuer par la manière habituelle de faire en présentiel avec le même nombre de personnes. Par exemple, on va le faire par Zoom. Mais là, on l'a fait à cause de la pandémie, mais il peut y avoir des raisons qui feraient qu'on aurait un groupe de catéchèse sur Zoom pour des personnes pour qui ce serait une condition qui permet de continuer. Ça peut être de rebrousser chemin pour prendre un nouveau départ, pour recommencer à neuf. Ou, là, je vous ai mis la Croix-Rouge, là. Il y a des événements qui peuvent survenir et qui font des blessés. Hein? Et là, l'urgence, donc, ça va être de faire face aux blessures qui sont apportées par tel ou tel événement, telle ou telle circonstance, généralement qui n'ont aucun rapport avec la catéchèse elle-même. Là. Ça, c'est probablement dans d'autres éléments de la vie. Là. Puis là, il y a des blessés. Bon, un exemple classique, c'est si une famille traverse la séparation des parents, c'est une situation difficile, puis ça se peut que ce ne soit pas le moment de faire autre chose que de simplement apporter les soins appropriés. Mais ce n'est pas forcément ça qui est le meilleur choix, c'est vraiment le discernement qui permet de le voir. Hein? Il y a des moments où on peut décider de faire une halte prolongée en cours de route pour nous reposer, pour refaire nos forces, puis là, on se donne rendez-vous pour refaire le point, puis relancer après tant de temps. Par contre, ça peut arriver, là, j'ai pris l'exemple de l'herbe à puce, là. Il y a plusieurs endroits ici dans la région de Montréal où c'est annoncé dans les alentours des sentiers. Disons que ce n'est pas un endroit où vous avez envie de vous arrêter. Hein? Donc, ce n'est pas le bon endroit pour sortir du chemin. Hein? Alors, continuons pour le moment. On continue, on verra plus loin. La table de pique-nique, c'est le temps de célébrer. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on va discerner qu'on est mûr pour vivre tel sacrement, telle fête, telle étape. Hein? C'est le temps du rassemblement, du partage de la fête. J'ai mis le belvédère, hein? Le point de vue, parce que peut-être que ce dont on a besoin pour qu'il y ait quelque chose qui débloque dans le blocage, c'est de prendre le temps de goûter la beauté de ce qui se donne à voir avant d'aller faire autre chose. Comme de juste habiter un moment où on contemple la beauté de ce qu'on a sous les yeux. Ça se peut qu'il y ait aussi une traversée possible, hein? 2 chemins parallèles. Là, il y a une passerelle où ça va pouvoir se rejoindre.
J'ai pris d'autres exemples avec le panneau qui montre qu'on peut se déplacer sur le même chemin à vélo ou bien en véhicule tout-terrain, en quad. Alors, il y a des personnes qui peuvent aller plus vite vers leur destination que d'autres. C'est un chemin que plusieurs peuvent emprunter, mais peut-être que certains peuvent aller plus vite que d'autres, puis on va se retrouver au bout, au même endroit. Peut-être qu'on est sur un terrain glissant. Alors là, ça veut dire qu'il faut ralentir et prendre plus de précautions si on ne veut pas se ramasser dans le décor. Peut-être même débarquer du vélo puis marcher, hein, vraiment ralentir. Le panneau de fermé, je le vois comme en fait, c'est un chemin là, sur lequel, à un moment donné, on arrive puis on voit que c'est fermé. Un chemin autrefois ouvert, donc peut-être un chemin où on est déjà passé. Puis là, c'est plus accessible. Puis là, ça nous demande de chercher par où est-ce qu'on peut passer maintenant. Donc, les panneaux étant simplement des symboles pour nous montrer que quand on sait bien où est-ce qu'on se trouve parce qu'on l'a discerné, c'est plus facile de choisir des moyens qui ne sont pas seulement, je l'ai mis en premier, c'est pas pour rien l'arrêt. Hein, parfois, ça va être arrêté, mais il n'y a pas rien qu'arrêté, il y a toutes sortes d'autres moyens, hein, d'autres possibilités qui vont permettre de s'ajuster à la situation sans que ce soit nécessairement compliqué, mais que ça va respecter les personnes, puis leur liberté de conscience, puis leur capacité d'avancer au moment présent, et sans jamais présumer, hein, souvenons-nous, quand je vous disais des personnes en devenir, c'est comme ça pour le moment, ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Mais le discernement, il est pour le moment présent, il n'est pas pour toujours. On va avoir à le refaire à d'autres moments. Donc, pour discerner en dialogue avec les familles, et non pas pour les familles, pas à leur place, comme si on les mettait dehors de la décision puis de la réflexion. Non, on réfléchit ensemble. Alors, pour poursuivre cette réflexion, vous allez avoir un temps de travail en équipe. Donc, les équipes dont le numéro est impair, vous allez travailler sur le défi. Une famille que vous accompagnez sur les chemins de la foi est composée des 2 parents, d'un garçon de 10 ans qui se prépare à recevoir la confirmation et une fille de 12 ans qui est trisomique. Cette dernière est souvent présente aux rencontres avec son frère et ses parents. Vous venez de recevoir un courriel du papa. Il vous fait part de la demande de sa fille qui veut recevoir la confirmation comme son frère, donc sa fille handicapée trisomique. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez un courriel, il va bien falloir que vous répondiez quelque chose. Donc, comment vous répondez et comment vous pourriez aménager, c'est quoi les possibilités pour aménager un accompagnement ou une démarche catéchétique qui pourrait tenir compte de ce désir de la fille de 12 ans? Hein? Je ne présume pas que vous allez répondre quoi que ce soit par rapport à la question de recevoir la confirmation. Ce sera à vous à décider dans votre équipe. Mais aussi, vous pouvez dire que à travers l'accompagnement puis la démarche appropriée, que ça reste ouvert, qu'il n'y a pas de décision prise. Donc ça, ce sera pour les équipes dont le numéro est impair. Pour les équipes dont le numéro est pair, là, ça va être sur une difficulté. Alors, une famille que vous accompagnez sur les chemins de la foi est composée d'une mère divorcée, d'une fille de 11 ans qui se prépare à recevoir la confirmation et d'un couple de jumeaux, frères et sœurs de 8 ans, qui ne sont pas baptisés. Les enfants sont en garde partagée. Vous venez de recevoir un courriel de la maman qui vous écrit en catastrophe. D'une part, sa fille dit qu'elle veut arrêter définitivement la catéchèse, sa fille de 11 ans. Et d'autre part, ses jumeaux réclament de recevoir le baptême. Que répondez-vous à la maman? Comment allez-vous discerner avec elle et avec sa famille les choix qui sont les plus appropriés pour eux? Alors, donc maintenant, division en équipe. Il est déjà 20h37, donc une dizaine de minutes en équipe jusqu'à 20h50 à peu près. Et puis ensuite, donc, on reprend brièvement en plénière pour ces 2 histoires, pour voir, on jongle avec des possibilités, pour voir comment on peut faire donc pour
être empathique, puis accompagner et dialoguer pour discerner. Donc, on y va pour les équipes. Alors, on y va donc pour la plénière. C'est bref, hein, comme exercice. Il y aurait beaucoup, ce serait le fun si on avait plus de temps, mais enfin, j'espère que ça vous met sur la piste de choses à réfléchir. Donc, les équipes qui ont travaillé sur le défi avec la fille de 12 ans trisomique et le courriel du papa. Alors, librement, ces équipes-là, donc, qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Qu'est-ce que vous avez mis en valeur, mis en échange dans vos équipes? Oui. Donc, Maurice et Carmel, oui. Vas-y. Ben, la première étape, c'est d'appeler le père, puis de prendre en compte la demande de sa fille, de le remercier pour sa demande, d'être à l'écoute vraiment. Puis ensuite, de vérifier aussi si la démarche, ça vient de la fille ou du père. Vraiment, de discerner ça. Puis, en troisièmement, ce serait de les rencontrer en privé et de voir si la fille peut être participative en se joignant à un groupe ou quel cheminement qu'elle doit avoir, qu'elle soit personnalisée à l'enfant. Merci. Des pistes très intéressantes. Vous voyez dans ce qui est dit, puis je m'attends à ce que ça revienne aussi avec d'autres équipes. D'abord, hein, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis il va falloir prendre le temps d'écouter puis de comprendre qu'est-ce qui est en question là-dedans. Et puis, voir qu'est-ce que ça signifie. Hein? C'est pas si clair que ça. Puis, c'est certain qu'il y a un temps à rencontrer la famille privément. Ça, c'est certain que c'est nécessaire. Pascal Houle. Oui, bien ça, ce qu'on a parlé, ça abonde aussi dans ce qu'elle disait, donc prendre contact avec les parents, faire une rencontre pour voir c'est quoi les intérêts, puis de quelle façon qu'on pourrait aménager un horaire en fonction de leur horaire eux aussi. Puis, il y a aussi un élément qui était apporté, qui c'est pendant un parcours, au lieu de, mettons, faire quelque chose en privé, juste avec elle, puisque, bon, selon son degré, son cheminement, ben, tu sais, au travers d'un parcours, l'intégrer avec les autres quand il y a des activités de partage pour qu'elle fasse connaissance, puis que quand elle va arriver à la fin, ou mettons, pour avoir le sacrement, qu'elle ne soit pas comme eu le sentiment d'avoir été mis de côté ou mis tu sais, à l'écart, juste par sa condition. Tu sais. Donc, elle connaît déjà les autres, elle connaît déjà l'environnement. Donc, c'est plus facile de l'intégrer, plus facile de participer. Vous mettez le doigt sur un enjeu vraiment important, c'est la question de l'intégration. Puis, la demande, hein, c'est elle veut recevoir la confirmation comme son frère. Hein? Elle a besoin de se sentir inclus. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et puis, je pense que ça nous pose aussi la question, dans nos diocèses, quelle place on accorde aux personnes handicapées, aux enfants. Il y en a plein des familles qui ont un enfant handicapé. Donc, comment on en tient compte? Est-ce qu'il existe aussi, je me permets de rajouter ça, là, il y a des ressources qui existent. Par exemple, il y a le mouvement Foi et Lumière. Est-ce qu'il y a des groupes de Foi et Lumière sur le territoire du diocèse d'Amos? Ça, je ne sais pas. Nous avons 3 foyers de l'Arche. Vous avez des foyers de l'Arche. Alors, à ce moment-là, voilà. Alors, à ce moment-là, avec des foyers de l'Arche, par exemple, il y a peut-être moyens d'établir des ponts, des parallèles, des échanges de ressources. Donc, pour ne pas faire ça tout seul. Hein? Pour ne pas être isolé avec ça. Donc, excellent. Merci beaucoup. Micheline. Alors, nous, dans notre équipe, personne n'avait de préjugés contre les trisomiques.
Alors, c'était déjà ouvert. Je pense que ce qui est ressorti de plus important, c'est que l'important, c'est de se rencontrer avec la famille, y compris la jeune fille et son frère, jaser avec eux autres, d'où émane la demande, si c'est vraiment elle qui l'a demandé. Parce que nous, on pense que les trisomiques, même s'ils ne sont pas capables de s'exprimer comme nous, ils sont capables d'apprendre puis de comprendre très souvent beaucoup mieux qu'on pense. Ils ont le cœur ouvert, puis très souvent, ils sont bien plus ouverts à l'Esprit Saint qu'on peut le croire. Alors, on se dit, pour rencontrer la famille, en jasant avec la famille, bon, ben, ça fait déjà un accueil supplémentaire, ça crée une relation supplémentaire, une attention particulière à cette famille-là. Ça construit la communauté, ça. Ça aide pour la communauté, en tout cas. Puis on se dit qu'elle, on sait par la question qu'elle participe aux rencontres comme son frère, elle vient à toutes les rencontres comme son frère. On se dit, si la demande vient d'elle, en discutant, on voit avec la famille, c'est qu'on met sa perception. Puis nous, on se dit, avec le petit peu qu'on sait, on pense qu'elle peut être confirmée en même temps que son frère aussi. Mais elle continue d'être intégrée dans le parcours que son frère fait. Elle est déjà là. Alors, elle continue là. Elle fait partie de la famille. Et puis, elle fait partie de la communauté. Elle fait partie de nous. Alors, je pense que c'est ça qui est ressorti le plus, là. Très intéressant. Donc, sa demande manifeste qu'il y a déjà une forme de lien puis d'appartenance. Mais je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Peut-être qu'elle est confirmée déjà. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est baptisée? Hein? Qu'est-ce qu'elle a reçu comme initiation chrétienne? Ça pose toutes ces questions-là. Le père se précipite pour dire ça, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes à vérifier pour pouvoir mieux situer qu'est-ce qui a précédé. Hein? Donc, merci beaucoup. Huguette. D'après le défi qui est décrit ici, on serait porté à croire qu'elle a déjà fait son pardon et sa communion, parce qu'on dit que la famille chemine avec le garçon et la fille, et les deux sont rendus à la confirmation. Donc, ils ont déjà un parcours de fait. C'est tout à fait possible. En effet, c'est tout à fait possible. Puis si vous n'êtes pas là ou la catéchète qui a suivi cette famille-là avant, vous ne le savez pas. Fait qu'il faut aller le vérifier parce que c'est tout à fait possible qu'elle soit déjà rendue à la même étape que son frère et qu'elle ait fait aussi ce qui précède. Hein? Donc, c'est ça, c'est comme si on a vraiment besoin d'aller savoir quelle est l'histoire à l'intérieur de ça. Donc, vous l'avez vraiment situé comme étant rendue avec son frère à la même étape. La seule différence, dans le fond, c'est qu'elle est trisomique. Elle est plus âgée. Oui. Mais c'est normal parce que des fois, c'est plus lent le cheminement. Tout à fait. Donc, vous voyez, déjà là, juste quelques personnes qui ont pris la parole, puis on a plusieurs éléments intéressants. D'abord, il faut prendre le temps d'écouter. Hein? Ça, vous l'avez bien dit, c'est important. C'est important de voir quelle est la part de liberté de chaque personne, puis comment les relations familiales viennent jouer ou se déployer à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est le père qui fait de la pression? Ou est-ce que la demande vient vraiment d'elle? Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir pour écouter, pour le savoir. Ensuite, qu'est-ce qui a déjà été vécu comme cheminement? On ne le sait pas à travers ce qui est raconté là. Donc, on a comme des choses, des morceaux de casse-tête qui nous manquent pour comprendre la situation. Fait qu'on a besoin avec eux de pouvoir faire le tour de tout ça. Puis c'est seulement après qu'on peut voir quelles sont les possibilités pour voir qu'est-ce qui va être approprié. Hein? Parce qu'on ne le sait pas à première. Donc, je m'arrête là pour le premier, mais franchement, chapeau, vraiment très contente de ce que vous avez mis sur la table, vraiment intéressant et très pertinent.
Maintenant, les équipes qui ont travaillé sur la difficulté. Donc, la fille de 11 ans qui dit qu'elle veut arrêter définitivement la catéchèse et puis, enfin, peut-être que vous avez vu, ça arrive à ces âges-là, et même dans les familles très croyantes et pratiquantes, je pourrais vous en passer un papier. Et puis, donc, les jumeaux qui ne sont pas baptisés puis qui réclament le baptême. Alors, Isabelle Pépin. Bonjour. Bonjour. Nous autres, dans l'équipe, le premier réflexe de pas mal tout le monde, c'est de demander une rencontre en seul à seul avec la fille. Oui. Pour voir avec elle, parce que des fois, ce qu'elle parle avec la mère, ce qu'elle peut parler avec la catéchèse, ça peut être différent. Ça, c'est vrai. Pour voir avec elle, pourquoi qu'elle dit là qu'elle va arrêter, puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment un détachement de la religion ou c'est juste quelque chose de difficile dans sa vie qu'elle pourrait revenir plus tard? Il y en a une qui a mentionné d'aussi revenir au début de la catéchèse, on lui demande pourquoi ils veulent être confirmés. Fait que revenir avec elle sur ce qu'elle a dit, pourquoi, puis voir, discerner avec elle, là, pourquoi elle va arrêter, puis est-ce que ça va être un retour, puis est-ce qu'elle a eu des pressions, vu que la famille est séparée, est-ce qu'elle pourrait avoir eu des pressions de l'autre parent? Puis pour les jumeaux, c'est clair que des jumeaux qui veulent être baptisés, go, là, venez-vous-en, puis on va s'enligner par là. Puis les accueillir, puis les écouter. Puis il a été mentionné dans le groupe aussi, peut-être d'inclure la grande sœur. Si elle avait pu préparer sa confirmation, bien, accompagne les plus jeunes à leur baptême quand même. Reste proche si on peut leur faire participer à des activités pour continuer de l'inclure, puis après voir quel cheminement qu'elle va choisir. Extrêmement intéressant. Donc, hein, c'est là qu'on voit que les liens, l'histoire des relations familiales peut venir teinter ce qui se passe. Donc, l'idée, je pense vraiment que c'est à retenir. La jeune fille de 11 ans, lui parler seule à seule. Parce que si la maman est là, sachant qu'il y a une situation qui n'est peut-être pas facile au niveau de la garde partagée ou avec le père, quelle est la part vraiment de la conscience de la jeune fille de 11 ans? Hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire en disant qu'elle veut? Donc ça, il faut vraiment le clarifier. Puis d'une manière, c'est pas juste la fille de ses parents, c'est une personne. Donc, c'est important d'aller suivre cette piste-là avec elle. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui viennent jouer. Donc, merci beaucoup. Super intéressant. Estelle Roy. Alors, je ne suis pas sûre qu'on apporte vraiment quelque chose de nouveau parce que là, ce qu'elle a dit en dernier, c'est ce qu'on a dit aussi. Oui. Ce qui est important, c'est de rencontrer les personnes une à une pour voir leur point de vue, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, puis bien respecter le choix de la jeune fille et lui dire, puis lui mentionner qu'elle pourra en tout temps reprendre si elle veut, puis lui demander si elle voulait accompagner les jumeaux pour préparer le baptême, lui confier des petites tâches. Ça serait une façon de mettre en application ce qu'elle a appris lorsqu'elle s'est préparée à la confirmation, puis lui confirmer qu'elle pourra reprendre quand elle voudra son cheminement. C'est important hein, de continuer de lui dire qu'elle est bienvenue, même si elle n'est pas confirmée. Elle est toujours bienvenue, elle est toujours membre de la communauté chrétienne. Autrement, ce serait comme lui en tenir rigueur, hein, l'exclure avec une espèce de rancune parce qu'elle ne se rend pas au bout. Mais elle est toujours bienvenue avec ce qu'elle a fait comme bout de chemin. Puis, donc, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Léona Morissette. Bien, on n'a pas grand-chose à rajouter non plus. Ça se complète d'une personne à l'autre. La seule différence que nous, on a rajouté au niveau des jumeaux, au niveau des jumeaux, mais au niveau, en général, c'est la maman parce que dans le texte, on sent que c'est peut-être
plus la maman qui s'occupe de tout ce qui est du cheminement, pas catholique, mais de la pastorale pour ses enfants. Elle semble être toute seule là-dedans. Fait que peut-être voir avec elle, l'accompagner elle, peut-être voir avec le père, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il y ait une présence pour aider la maman ou c'est son choix à elle, ou tu sais, pourquoi qu'elle est plus là puis que le papa n'est pas vraiment là, être présent, puis accompagner les parents là-dedans aussi. C'est à peu près ça, là. Le reste, c'est tout dit égal à ce que nous aussi, on avait dit. Hein, la question se pose de savoir si les parents sont en conflit autour de la question religieuse. Hein? Ça, en effet, il y a juste avec la maman qu'on peut aller vérifier si ça peut être quelque chose qui joue dans la situation. Puis à ce moment-là, le refus de la jeune fille de 11 ans prend une autre couleur si on voit que c'est à l'intérieur du conflit entre ses parents. Là. Ça donne comme une autre dimension à l'affaire. Donc, ouais, c'est vraiment important d'aller voir de ce côté-là. Une dernière intervention, donc Nicole Boulanger. Oui, peut-être juste rajouter, j'écoutais bien là, les autres équipes, ça nous ressemble un peu, rajouter qu'on trouvait ça important, d'après ce que tu nous as dit, que la jeune fille, qu'elle sente qu'il n'y a pas de pression, il n'y a aucune pression, qu'on l'accueille et c'est en toute liberté. Me faire sentir que c'est elle qui est responsable, qui prend les décisions. Donc, on respecte sa décision, ses délais et tout ça. Alors, c'est ça, c'est bien important. Et puis, aussi, l'impliquer pour l'impliquer, c'est-à-dire dans la préparation des jumeaux. Mais encore là, tu sais, en toute liberté, puis on lui demanderait, ben toi, ça te fait quoi? C'est comment pour toi que les jumeaux veulent être baptisés? Alors, partir de qu'est-ce qu'elle à voix, puis qu'est-ce qu'elle sent. Là, si on sent que là, il y a comme un intérêt ou en tout cas, c'est ça. Là, à ce moment-là, on plonge, puis on lui dit, bon, ben là, est-ce que t'attends-tu de t'impliquer dans la préparation des jumeaux? Voilà. Excellent. Comme c'est intéressant. Comme c'est pertinent. Même si c'est bref, là, c'est vraiment très solide et constructif ce qu'on a fait comme réflexion. Et ça vous reste entre les mains, donc, pour discuter avec d'autres comme exemple. Et puis, les panneaux de signalisation, ça peut être un moyen intéressant aussi quand on est dans un discerné avec des familles, de s'en servir. Parce que c'est un langage que tout le monde comprend. Hein? C'est des images assez simples que tout le monde comprend. Fait que ça peut nous servir de support pour voir avec eux quelles sont les directions à prendre à travers les situations. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Et il nous reste donc notre rencontre de la semaine prochaine, qui sera la dernière de cette série, et où on va parler de la question des attentes par rapport à où est-ce qu'on arrive, hein? L'horizon, donc ouvert des démarches de formation à la vie chrétienne et d'initiation chrétienne avec les familles. Mais merci beaucoup, une autre fois de plus, Madame Sophie. Vous, je dirais, vous favorisez que l'intérêt se maintienne, l'apprentissage aussi, l'échange, le dialogue. Enfin, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Et merci encore aussi à chacune et chacun de vous d'avoir pris le temps encore ce soir de réserver votre soirée pour cette formation-là. Ça va nous être très précieux dans le tournant qu'on veut prendre là, pour accompagner les familles maintenant et non plus préparer seulement des enfants des sacrements. Voilà. Alors, merci donc. Et puis, je demande encore une fois au Seigneur de vous bénir, que notre Dieu de tendresse, que notre Dieu de bonté vous regarde avec bienveillance toujours, et que vous sachiez le reconnaître, discerner toute sa tendresse, lui dire merci et accueillir ses grâces
qu'il vous donne en abondance, et moi je le fais en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.